Il y a 3 jours, j'ai été victime du tremblement de terre d'une magnitude de 7.4 en Colombie. Le lundi 10 août, à environ 7h30 du matin, un séisme d'une magnitude de 7.4 a frappé la région d'El Choco, dans l'ouest du pays. Il a été ressenti dans énormément de villes en Colombie. Je pourrais citer pour les plus connus, Cali, Cartago, Cerritos, Pereira, Manizales, et on l'a même senti à Medellín et à Bogota. Le bilan, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, est de plus de 200 morts, 1500 blessés et des milliers de personnes disparues. Moi, j'étais à Pereira, au 15e étage de mon immeuble, et voilà ce qui s'est passé. J'étais dans mon lit, je venais de me réveiller, il était environ 7h15, 7h30 du matin, et je commençais un petit peu à répondre à mes mails et aux différentes personnes avec lesquelles je travaille. Et il faut savoir que je suis dans une région sismique, donc je suis habitué à ressentir de temps en temps des petites secousses. Et là, aux alentours de 7h30, ça a commencé. Donc les premières secondes, je me suis dit, bon, ok, tout est normal, c'est comme d'habitude, pas de problème. Sauf que très vite, j'ai trouvé que ça durait un peu trop longtemps et que les secousses étaient un peu plus puissantes que d'habitude. Et dans le même temps, j'ai reçu une notification sur mon téléphone comme quoi un séisme d'une magnitude de 7.4 venait d'être déclaré dans la vallée d'El Choco. Et puis ça a commencé à trembler, vraiment trembler. C'est-à-dire que mon bâtiment a commencé à faire des va-et-vient de gauche à droite comme ça, et je peux vous dire que du 15e étage, on le sent. Donc le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller me réfugier sous une table. Parce que vous vous doutez bien que du haut du 15e étage, descendre par la cage d'escalier, si le bâtiment allait s'effondrer, je n'aurais jamais eu le temps. Donc j'ai fait le premier réflexe de sécurité qu'il faut avoir en cas de séisme. Il faut savoir qu'au moment où j'étais sous la table, c'est-à-dire dans mon salon, j'ai vu un mur se fissurer en face de moi. Je vous mettrai les photos défilées de mon appartement. Encore une fois, je le dis à l'avance, je n'ai presque pas eu de dommages à comparer à ce qui va suivre et à ce qui s'est passé en ville. Donc j'ai attendu sous la table pendant 1 minute 30 peut-être, le temps que les secousses se calment. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment l'adrénaline qui prend le dessus parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et on ne peut rien contrôler. Donc quand ça s'est calmé, j'ai commencé à descendre par la cage d'escalier, les 15 étages, le plus vite possible pour me réfugier dehors, là où je serais plus en sécurité. Là encore, je vais pouvoir vous montrer quelques photos de la cage d'escalier lorsque on descendait, que ce soit moi ou les autres habitants de l'immeuble. Et quand j'ai vu les fissures tout au long de la cage d'escalier, de gauche à droite, ça m'a fait tout de suite penser au tremblement de terre du Venezuela. Et là, je peux vous dire que c'était quand même déjà la panique. Certaines personnes venaient de se réveiller, d'autres étaient en pyjama, d'autres sortaient de la douche, d'autres étaient pieds nus. Bref, l'idée, c'était que tout le monde sorte le plus rapidement possible. Et pour la plupart, beaucoup ne savaient même pas ce qui était en train de se passer, parce que certainement qu'ils n'avaient pas reçu la notification. Bon, on savait que c'était un tremblement de terre, pas de doute, mais on ne savait pas comment réagir face à un tremblement de terre d'une amplitude aussi élevée. À ma connaissance, le dernier tremblement de terre d'une telle puissance en Colombie date d'environ il y a 30 ans et c'était le tremblement de terre d'Arménia. Et donc là, vous vous doutez bien qu'une fois dehors, c'était un petit peu la panique, les gens pleuraient, étaient affolés, ne savaient pas ce qu'il fallait faire, ce qui est totalement normal dans ce genre de situation, j'imagine, mais bon, l'idée c'est quand même de rester un minimum lucide. Donc là, les personnes allaient prendre des infos à la sécurité, essayer d'appeler des proches, etc., etc. Bref, tout est allé très vite, mais il faut savoir que j'habite dans 2 immeubles assez grands et qu'il y avait vraiment les 2 immeubles côte à côte qui étaient sortis de l'immeuble. Donc on était au moins facile 150-200 à l'extérieur. Donc la chance qu'on a eue également, c'est qu'on a eu du réseau pendant quelques minutes qui ont suivi le tremblement de terre, aux alentours de 30-45 minutes. Donc j'ai eu le temps de prévenir mes proches en France, pour qu'ils ne s'inquiètent pas, parce qu'un tremblement de terre de cette ampleur, je savais que ça allait passer aux informations, je savais qu'ils allaient le voir, et donc il fallait prévenir que moi, personnellement, j'allais bien. Après ces 45 minutes, il faut savoir que tout le monde était dans le brouillard, tout le monde était dans le noir. Pourquoi? Parce que les communications étaient totalement coupées. Du moins dans la région et la partie de Pereira où j'habite, les antennes des opérateurs mobiles, etc. ont été touchées et c'était très compliqué d'avoir du réseau. Même envoyer un message sur WhatsApp, c'est devenu quasiment impossible. Donc pendant 8 heures, ça a duré et pendant 8 heures, on était dans cette situation. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui avaient des véhicules sont parties, ont quitté la ville directement et les personnes comme moi qui n'en avaient pas, et je me mords les doigts de ne pas avoir eu de voiture à ce moment-là, sont restées sur place et ont attendu que le temps passe. Pendant les heures qui ont suivi, l'adrénaline forcément descend. De toute façon, ça sert à rien de paniquer plus qu'il n'en faut. On sait qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, il faut essayer de réfléchir, trouver les options potentielles qui peuvent nous être utiles et nous aider. Le principal, j'ai envie de dire, c'est que j'étais en vie, que les personnes de l'appartement que je connaissais n'avaient rien et que pour l'instant, l'immeuble tenait. De toute façon, et je vous le dis, quand vous êtes tout seul ou avec d'autres personnes et qu'il vous arrive ce genre de choses dans la vie, vous êtes obligé de relativiser le plus rapidement possible, sinon mentalement vous n'allez pas tenir le coup. Et au bout de quelques heures, comme je vous l'ai dit juste avant, les communications ont commencé à reprendre, le réseau a refonctionné. Partiellement, mais il a refonctionné. Et là je commençais à voir des images et des messages de personnes que je connaissais qui eux vivaient en ville et dans le centre. Et là,
c'était complètement différent et c'était le chaos total. Là encore, je vais essayer de vous mettre des images, je pense que vous en avez déjà vu beaucoup, mais il faut savoir que certaines maisons, certaines bâtisses en Colombie sont assez anciennes, sont assez vieilles. On n'a pas forcément des matériaux adéquats comme on pourrait avoir dans d'autres pays développés, donc forcément, les bâtiments n'ont pas tenu. Et dans ces bâtiments qui n'ont pas tenu, il y avait effectivement des personnes, donc ces personnes-là ont malheureusement perdu la vie, d'autres ont été blessés, d'autres ont disparu. Encore aujourd'hui, les gens continuent de ramasser les décombres, continuent d'être solidaires entre eux, continuent de se mobiliser pour accueillir des gens chez eux, parce qu'il y a littéralement des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des proches, et c'est un événement qui est vraiment tragique. Donc ressentir un séisme, c'est une chose, voir ce qu'il laisse derrière lui, c'est vraiment encore quelque chose de différent. Pour être tout à fait honnête, quand je suis allé en ville un peu plus tard, je vais y venir, j'ai cru qu'il y avait eu un bombardement dans la ville. Après quelques heures, encore une fois, il faut savoir que j'ai un ami que je connais bien qui est venu me récupérer en voiture et justement, on est allé en ville constater les dégâts. Et là, comme je vous l'ai dit juste avant, c'était catastrophique. Et ça fait énormément de peine de voir une ville dans laquelle tu vis, dans laquelle tu évolues, dans cet état-là. Et je plains vraiment les personnes qui ont malheureusement vécu des choses bien plus graves que les miennes. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'évidemment je ne suis pas retourné dans mon appartement parce qu'aucun expert n'était passé, les structures avaient l'air de tenir, mais à l'œil nu, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du mur évidemment. Donc en plus de ça, en vivant au 15e étage, je préférais ne pas rester. Certaines personnes commençaient déjà à re-rentrer, moi j'ai préféré rester à l'extérieur. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi mon ami qui lui avait perdu une bonne partie, voire la moitié de sa maison, et il m'a dit, chose que je n'avais pas forcément pensé à la base, je vais rester devant ma maison toute la nuit, si tu veux rester avec moi, reste, parce que malheureusement, le taux de criminalité dans ce genre de situation augmente. Et je vous rappelle quand même qu'on est en Colombie, donc certaines personnes, certains voleurs vont en profiter pour rentrer dans les maisons, piller, voler. Bon, à mon sens, ces personnes-là n'ont pas forcément de race. Maintenant, si je me mets à leur place en me disant que ils ont tout perdu, qu'ils n'ont plus rien à perdre, qu'ils ont du mal à manger, parce que oui, ça j'en ai pas parlé, mais il faut savoir que trouver de la nourriture, c'était très compliqué, sauf si on en avait chez nous, et trouver de l'eau, c'était la même chose, parce que tout était fermé et tout était à l'arrêt. Donc, j'ai aidé mon pote un petit peu à ranger sa maison comme on a pu, à mettre les choses importantes et précieuses de côté, et je suis resté avec lui toute la nuit devant sa maison. Le lendemain, je suis retourné à mon appartement à environ 8-9 heures. J'ai commencé à préparer mes affaires parce que clairement, je ne me voyais pas rester dans un immeuble qui n'était pas sécurisé, encore moins au 15e étage. Donc j'ai commencé à préparer mes affaires. Il faut savoir que j'ai essayé de me reposer une demi-heure, 2 heures de temps peut-être, et qu'à un moment où je commençais à m'endormir, j'ai senti d'autres répliques. Et en fait, c'est là où j'ai su que depuis le premier tremblement de terre, il y avait eu 90 répliques. Alors des répliques beaucoup plus faibles, bien évidemment, pas d'une ampleur aussi importante, mais quand on est au 15e étage, encore une fois, on les sent, donc là c'est bon. J'ai pris mes affaires et je suis parti chez une amie. Je peux vous assurer que vous avez vu des images sur internet, que ce soit aux infos, peu importe, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux certainement, mais quand vous voyez ça en vrai, avec votre propre vue, vos propres yeux, je peux vous assurer que ça fait quand même un choc et c'est même difficile, même en étant devant en temps réel, de se rendre compte de l'étendue des dégâts. Quand je suis arrivé chez mon amie, on a regardé les informations parce qu'elle avait du réseau. Sa maison avait été très peu touchée, donc tant mieux pour elle. C'est déjà ça. Et en fait, les informations disaient que pour reconstruire la ville, il y allait en avoir pour au moins 1 an minimum, parce qu'il y a tellement de dégâts que voilà, ça va être très compliqué de relancer, on va dire, la ville. Enfin, du moins, ça va prendre du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois même, avant que tout devienne à la normale. Et j'imagine pas le traumatisme que certaines personnes ont vécu. Donc, après avoir passé une nuit un peu plus tranquille chez mon ami, j'ai pris la décision de quitter la ville. Vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement chez un ami à Bogota que j'avais rencontré l'année dernière, qui gracieusement m'a hébergé, va m'héberger quelques jours, le temps que je rebondisse, que je trouve une situation. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, je me trouve à Bogota, en sécurité, tout va bien pour moi, je tiens à vous rassurer. Et je vais essayer de poser les différentes options que je peux avoir, c'est-à-dire soit rester à Bogota, soit partir sur Medellín, soit quitter la Colombie quelque temps pour voyager dans un autre pays. C'est également ça, la chance d'être digital nomade, d'être trader. Ça apporte une certaine liberté. Maintenant, je vous arrête tout de suite. L'argent, dans une situation comme j'ai vécu les 3 derniers jours, ça sert strictement à rien.
parce que les réseaux bancaires étaient coupés. Si t'as pas de cash, tu ne fais rien du tout. Et puis t'as beau vouloir quitter la ville ou pas, au début, tout était bloqué, coupé, la ville était non accessible. Je sais même pas si on pouvait réellement en sortir, je crois que si, éventuellement en taxi et en voiture, mais c'est tout. Donc écoutez, la suite me concernant au prochain épisode. Encore une fois, l'avantage que j'ai, c'est que je peux continuer de travailler, je peux continuer de donner des nouvelles à mes proches. J'ai pu aussi quitter la ville, parce que j'ai pas d'attache là-bas, donc c'est vraiment une chance que j'ai. J'ai fait cette vidéo parce que voilà, beaucoup d'entre vous savent que je vis en Colombie, donc je voulais rassurer tout le monde, donner des nouvelles. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, que ce soit sur Instagram, WhatsApp. J'ai fait comme j'ai pu pour vous répondre avec le réseau que j'avais, mais encore une fois, je vous remercie. S'il y a certains, j'ai oublié de répondre, ou s'il y a d'autres, j'ai pas répondu, enfin j'ai répondu d'une manière assez froide. M'en voulez pas, c'est juste que j'essayais d'optimiser mon temps pour justement faire ce que j'avais à faire quand j'avais du réseau. Je suis en sécurité, mon appartement a des dégâts, mais ça maintenant, c'est entre les mains de mon propriétaire. Moi, je suis en Airbnb, donc encore une fois, ce n'est pas un problème. Et ce que je peux retenir de ces derniers jours, c'est qu'il y a des événements qui vous remettent les idées en place et qui vous donnent aussi les vraies priorités. Je vous prends un exemple très bête que j'ai remarqué, du moins je l'ai vraiment ressenti. J'avais presque pas ou très peu mangé pendant les 48 premières heures et j'ai pu retourner manger quelque chose à un moment donné, et en fait le fait de manger simplement ou d'avoir de l'eau entre guillemets à volonté, c'était un plaisir de fou quoi. Donc en fait les choses simples de la vie sont quand même les plus importantes, même si on s'en rend pas compte parce qu'on les vit au quotidien. Quand elles nous manquent, notamment quand c'est des besoins de première nécessité, je peux vous assurer que c'est tout autre chose. Donc dans ce genre de moment, tu penses évidemment moins à ton business, à tes trades qui tournent ou ce genre de choses. Je dis ça, je ris jaune évidemment. Tu penses juste à ta survie et à rester en sécurité. Bien évidemment, et je le répète encore une fois, j'ai eu énormément de chance, j'ai énormément de pensées pour toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ce tremblement de terre, énormément de respect pour la solidarité entre les Colombiens, que ce soit dans les différentes villes, pour les aides qui leur sont apportées. Il y a des gens qui ont préparé des lits chez eux pour héberger des personnes qui avaient perdu leur maison. Enfin, c'est vraiment beau de voir un pays uni dans ce genre de situation, et je pense que c'est ultra important. Donc je me répète, mais très grosse pensée à toutes les personnes qui ont vécu ce drame. C'est vraiment horrible, c'est dramatique. Je souhaite à personne de vivre ça. J'espère que les gens s'en remettront le plus rapidement possible. J'espère pouvoir revenir également le plus rapidement possible à Pereira, parce que bien évidemment je vais rester en Colombie, je le répète. Et que voilà, et c'est sûr que c'est une histoire, c'est un événement qui va rester gravé dans l'histoire de la Colombie, en espérant que nous n'ayons pas d'autres catastrophes naturelles de ce type-là.